Hello les friends, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce tout dernier épisode dédié au mystère de l'Inde. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos, mais aussi à réagir et vous questionner sur tous ces lieux intrigants. Pour cette dernière, j'ai donc décidé de faire un épisode bien plus long que les précédents afin de vous présenter en détail les Barabar Caves et leurs incroyables propriétés acoustiques. Nous y aborderons également les grottes de Ajanta pour enfin terminer sur la conclusion de ce long périple en Inde. Alors, n'hésitez pas à monter le son de votre récepteur numérique pour apprécier pleinement l'acoustique de ces époustouflantes caves. Hello les friends, et ben voilà, je suis très content et surtout très ému de vous retrouver pour une dernière vidéo de toutes ces magnifiques paysages que nous avons vus en Inde. Et pour cette dernière, je me trouve actuellement au Barabar Cave qui se trouve à 30 km au nord de Gaya, ville de Gaya que j'ai atteint il y a 2 jours via Mumbai. Ça a été un très long voyage, 2 heures de train. Mais j'ai au dernier moment en fait changé mes plans pour pouvoir venir ici parce que je me devais en fait de vous montrer cet endroit très spécial et aussi un endroit qui m'a poussé à revenir en Inde et avec MP donc cet endroit fait partie de mes coups de cœur et je vais vous dire pourquoi. La grotte devant laquelle je me trouve est une cave bouddhiste qui s'appelle la Gopi Caves. La Gopi Caves fait partie en fait de ces caves qui sont situées au nord de Gaya. Donc vous avez les Barabar Caves et vous avez la cave de Aganjona Caves. Voilà, donc qui est celle-ci. Et alors le truc incroyable avec ces grottes, c'est qu'elles ont été taillées donc dans cette montagne de granit il y a 2500 ans. 2500 ans. Et quand vous voyez à l'intérieur ce que c'est, quand vous voyez le détail, quand vous voyez la précision, quand vous voyez le travail, le polissage des parois, vous avez l'impression que ces grottes ont été taillées il y a quelques années seulement. Voilà, donc ces grottes sont donc des grottes bouddhistes il y a 2500 ans, construites par le roi Asoka, l'empereur Asoka donc de ce royaume. Et donc qui était lui-même bouddhiste bien sûr, et donc qui avait construit ces endroits pour ses moines, pour des retraites, voilà. Et quand on rentre dedans, on a vraiment cette sensation de science-fiction, voilà, c'est de la science-fiction, les dimensions, le polissage, l'intérieur, on a l'impression de pénétrer vraiment dans un endroit qui diffère totalement de ce que j'ai pu voir moi avant. Alors il y a très peu d'inscriptions, un ancien langage, plus vieux que le sanskrit, donc qui est ils appellent ça le Asoka, le langage donc d'Asoka. Que dire de plus? On a l'impression de rentrer vraiment dans un vaisseau spatial, c'est incroyable. Vous voyez les ouvertures, on a l'impression en fait qu'une machine est venue tout simplement usiner l'intérieur de cette montagne et à retirer la pierre, tellement c'est parfait, tellement c'est plat. Je n'ai pas d'instrument de mesure avec moi, mais vous voyez vraiment les rebords de ces murs complètement plats. Enfin, il y a aucune disparité, il n'y a aucun défaut. C'est vraiment de l'art, c'est de l'art pur. C'est encore un autre niveau que ce qu'on a pu voir avant. C'est pas le niveau de Ellora Caves. Voilà. Disons que là, il y a encore un savoir-faire, il y a encore, je pense, un outillage spécial pour pouvoir arriver à cette finition qui est tout simplement incroyable, époustouflant. Et alors, ces grottes ont été taillées pour faire en sorte que le chant en fait des moines bouddhistes, donc les mantras, les prières, puissent en fait être, on va dire, pas répercutés, accentués, prononcés par donc non seulement les dimensions, mais en plus le travail de polissage de ce mur. Donc ce qui fait que nous avons un écho qui peut se prolonger de plusieurs secondes. Voilà, alors c'est pas l'écho du style vous parlez et d'un coup vous avez votre voix qui se répète à l'infini. Non. Là on sent en fait que ces grottes ont été taillées vraiment pour permettre en fait pour soutenir en fait un son
voilà, qui se répercute après comme une sorte de constante. Voilà, c'est assez dur à expliquer, hein, mais c'est vraiment très très impressionnant et voilà. Donc si un jour vous avez l'occasion de venir en Inde à Gaya, venez ici donc aux caves de Barabar et venez visiter cet endroit merveilleux, somptueux et surtout apprécier le travail titanesque fait à l'intérieur de ces caves. Morian polish. Looks like a marble. No, look at the marble. The granite, the layer, the first layer. The border, the cut is the border. The line. 250 before Christ. Yes, yeah. Third century BC, the before Christ. Yeah, the Soka time. Look, it's perfect. Yeah, perfect. Perfect. Yes. Impressive, very impressive. Hot design. Design of hot. H-U-T, hot design. Yeah. Meditation chamber. Meditation chamber. Yes, this room. Go. Echo, yeah. Still difficult. Echo. Impressive, very impressive what they did. This is a special chamber for mantra to accentuate, to multiply the prayer. The prayer. The circle. It's a perfect cycle. Circle. Right. And the trois quatre. It's very impressive. When we're here, Yeah. the sound is very impressive. Can you give me light up there? Yeah. And the trois. It's very impressive. Indian local people are found the broken, the polish. Yeah, the damage. So bad. Yeah. What about here? Repair the ice cement. Repair. Asoka time repair. This, it looks like a dome. Yeah. A dome. Dome. Yeah, dome. Impressive. Can you give me light here? C'est une précision incroyable. Incroyable. Une prouesse de construction et une prouesse acoustique aussi. Do you think it's only one block of rocks who has been sculpted? Because this, it looks like... Just the border, one single rock. Yeah, but why there is a border if it's a single Border border? the design. Just for the design. Design, yes. The border the design. No another rock. It's the single rock. This is a... Okay, single rock. But Single rock. why the border? The border is useless, pointless. Yes. No meanings. Only border is a polish. C'est One parfait. meaning.
The Ashoka time repair. Ashoka time repair, the soldering, just like soldering, the high technology, the Ashoka time. High technology of Ashoka. Ashoka time, that repair. The Indian repair, just one look here. The Indian repair, the damage, the water seepage. How they can polish this? Which tool they use to polish this wall? Which tool? The polish the Mauryan polish. Huh? Mauryan polish. Ashoka name is Mauryan. Is the polish named the Mauryan. Très bien les amis, résumons ce qui vient d'être dit et développons un peu. Les Barabar Caves contiennent en totalité 4 caves. Elles auraient été, selon l'histoire officielle, creusées et taillées par Asoka Maurya, un des plus grands empereurs bouddhistes d'Inde du second siècle avant Jésus-Christ. La première que nous avons vue juste avant est Sudama. La seconde est appelée Lamarchi, dit aussi Lomasrichi. La troisième est Karan Chopar et la quatrième est Vishmitra, appelé aussi Vishwazopré. Enfin, nous trouverons un peu plus au nord des Barabar Caves les fameuses caves de Nagarjuni, qui elles aussi contiennent un ensemble de 3 autres caves, dont la plus connue est la Gopi Cave. Il y a aussi celle de Vedantika, et pour terminer, la cave de Vapiyaka. Après avoir visité la première cave de Barabar, qui est de loin la plus impressionnante de toutes, je vous propose un bref résumé des 6 autres. La cave numéro 2, qui retient toute notre attention, est incontestablement celle de Lamarchi, dit Lomasrichi, qui visiblement est la plus ancienne chambre à avoir été taillée dans le granit en Inde. La porte d'entrée est ornée d'une procession d'éléphants, qui se rencontre au centre de l'arche. La finesse de sa sculpture imite la même structure que celle d'une porte en bois. Malheureusement, tout comme pour la cave de Sudama, des fissures à l'intérieur de cette chambre ont causé d'innombrables dégâts. Nous noterons au passage qu'étant censée être la plus vieille de toutes les caves de Barabar, et probablement de Nagarjuni, la cave de Lamarchi n'a jamais été terminée. Détail en soi très intéressant, car elle nous renseigne un peu plus sur la nature des outils utilisés par les bâtisseurs de Asoka pour creuser ce fameux granit. La cave numéro 3 est celle de Karan Chopar, creusée et taillée en une unique chambre rectangulaire d'une longueur de 10 mètres par 4 mètres 2. La voûte centrale, quant à elle, monte à 3 mètres 3 très précisément. À l'extrémité de cette chambre, la seule surface qui n'a pas été polie est celle d'une petite plateforme qui peut-être faisait office de banc de repos pour les moines bouddhistes. Ici aussi, on retrouve les traces d'inscription de la langue d'Asoka, remontant selon les dates officielles à 245 ans avant Jésus-Christ. Enfin, la dernière et quatrième cave des Barbares est celle de Vishmitra, appelée aussi Vishwamitra ou encore le Vishwazopré. Cette cave, séparée des 3 autres, se trouve à environ 1 km à pied et possède quant à elle 2 chambres carrées connectées par un étroit couloir. Son entrée est simple, mais sa particularité est que ses murs n'ont pas été polis. Alors manque de temps, manque de connaissances, ou bien la tâche aurait été trop ardue. Les raisons demeurent comme beaucoup d'autres sujets, mystérieuses et bien sûr inconnues. En observant ces différentes caves, tout aussi sublimes et intrigantes les unes que les autres, quelque chose qui nous interpelle, l'absence de représentation bouddhiste dans les grottes de Barabar. Alors jusqu'à maintenant, comme c'était le cas avec les caves de Ellora, nous avions eu une démonstration de la dévotion qu'avaient ces pratiquants envers leurs anciens dieux. Pourquoi les caves de Barabar sont les seules et uniques caves en Inde privées de toute représentation religieuse où les icônes bouddhistes sont absentes? Une question légitime nous vient à l'esprit. Serait-il concevable que les caves de Barabar aient été là bien avant que Asoka Maurya n'y établisse son royaume? Tout comme un certain nombre de civilisations d'Amérique ou encore d'Égypte, une théorie fait polémique, celle que des civilisations se soient établies à l'endroit où figuraient déjà les ruines ou les traces de civilisations bien antérieures. Si cette théorie était aussi avérée pour le roi Asoka, cela signifierait qu'il n'aurait fait que s'approprier les caves et y aurait ultérieurement fait graver les fameuses annotations que l'on y trouve et dédiées à son fils. Cela pourrait également expliquer que la cave numéro 3, Lamarchi, n'ait pas été terminée.
Le roi Asoka n'ayant pas possédé la connaissance des bâtisseurs qui l'auraient précédé, il n'aurait pour ainsi dire pas pu en reproduire l'œuvre ni terminer la construction de cette cave. Bien entendu, l'absence de toute évidence et de preuves pouvant corroborer cette théorie ne peuvent ni conforter ni soutenir cette réflexion. Rappelons que de nos jours, pour tailler du granit et obtenir une précision telle que celle que nous trouvons dans les caves de Barabar, il nous faudrait l'appui de machines très polyvalentes pour couper, mais aussi pour polir ces surfaces extrêmement résistantes. On se demande encore une fois comment il y a 2500 ans, avec les outils de l'époque, ces simples hommes sont arrivés à un tel niveau de précision, mais surtout, quels ont été, une fois encore, les outils qui leur ont servi pour vérifier la planitude et le résultat de leur travail. Pour essayer de comprendre comment les anciens bâtisseurs des caves de Barabar s'y sont pris pour tailler ainsi le granit, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un professionnel de la pierre. André Tognotti est artisan depuis 33 ans et a travaillé sur un très grand nombre de chantiers, dont notamment la Grande Chapelle de Chartres. Là où un œil profane ne saurait lire sur la pierre, notre spécialiste de la construction et de l'outillage nous expose une seconde lecture des caves de Barabar et nous dévoile les dessous d'une œuvre qu'il qualifie d'impossible pour les hommes de l'époque si on s'en tient à leurs outils et leur niveau de connaissance. André, salut. Salut. Je suis content de te retrouver. Moi parce aussi. Que, depuis qu'on s'était pas vu. Ouais, ça fait un moment que tu suis mes vidéos sur YouTube et toi, tu es spécialiste de la pierre. Tu es tailleur de pierre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais? Ça fait combien de temps que tu fais ça déjà? Et explique-nous un petit peu. Ben moi, actuellement, je travaille pour la société Eiffage. Ouais. Mais ça fait, depuis que j'ai 17 ans, je taille la pierre. Donc ça fait 33 ans que je casse du caillou. J'ai travaillé pendant 15 ans pour les monuments historiques. J'ai travaillé pendant 8 ans avec un compagnon de devoir. Voilà, donc bonne formation. Et surtout, j'ai appris aussi beaucoup à travailler tout seul. Donc à utiliser pas mal le système D et avoir une vision chantier du travail. Pas seulement une vision de quelqu'un qui travaillerait dans un atelier avec tous les systèmes de levage, avec tous les outils qui vont bien, avec tout ce qu'il faut. Alors que moi, c'est plutôt ouais, un peu la débrouille, quoi. Mais donc ça permet de trouver des solutions et quand tu es confronté à un problème, et ça permet d'avoir une vision un petit peu plus élargie de ce qui se fait normalement, quoi, au niveau du travail. Et en regardant mes vidéos, tu me disais que tu as des choses qui te sautaient aux yeux. Ouais, ben. Des choses qui te semblaient un peu improbables, c'est ça? Ben, carrément. Non, mais le problème, c'est la physique. Il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer, je veux dire, ou on ne peut pas changer. Je veux dire, quand on tape sur du granit, le granit, c'est une des pierres les plus dures du monde. Le fer ne raye pas le granit, c'est-à-dire que le granit est plus dur que le fer. Je ne parle pas du bronze et de tout ça, mais déjà là, à ce niveau-là, des fois, on entend des choses qu'il faut un peu frémir, quoi. Ouais, parce que là tu as vu pas mal de vidéos que j'avais fait sur l'Inde. Ouais. Donc, notamment, tu as vu ces vidéos sur les Barabar Caves, qui sont justement le centre d'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, le principe. Et par rapport à la datation de des fameuses caves de Barabar, à l'époque, on était à l'âge de fer. Hein, donc, si en fer, on n'est pas en acier trempé. Non. Et quand tu as vu justement la perfection, le polissage, la planitude de ces murs, toi, ça t'a vraiment, c'était un peu comme une claque que tu t'es pris à la figure finalement. C'est hallucinant. Hein. Ouais. C'est hallucinant. Moi, je sais pas faire ça. Ouais. Je sais pas faire. Voilà, il y a des choses. Bon, je suis pas le meilleur tailleur de pierre du monde. Je veux dire, après, il y a peut-être des gens qui ont développé certaines qualités, mais faire une perfection comme ça, je sais pas faire. À la main, je parle. Hein. Ouais. Et encore, moi, j'utilise des disqueuses, j'utilise quand même du matériel électrique, des meules, des ponceuses, des trucs comme ça. Mais arriver à une planéité aussi parfaite, il y a zéro défaut. Ouais. C'est ça le truc de la main, c'est que justement, il y a des défauts du travail à la main, même quand on regarde, même si c'est parfait. Mais si on met une règle dessus, forcément, à un moment donné, ça bouge un petit peu, quoi. Même si on s'applique, même si on fait très, très, très attention. Mais arriver à une perfection comme ça à la main, moi, je ne sais pas faire. Ben, en fait, tu vas nous montrer après comment on fait pour tailler un morceau de granit. On
passera de la théorie à la pratique. Et en attendant, on va regarder ensemble les vidéos justement des caves de Barabar. Et on va revenir aussi sur quelques vidéos que j'avais fait en Inde et que tu avais vues. Et tu vas essayer de nous expliquer à chaque fois, justement, parce que moi j'ai des choses aussi qui me font tilter. Tu vas nous dire comment on fait pour forer, pour faire des trous comme j'ai pu le voir moi en Inde. Tu vas nous donner un peu ton point de vue là-dessus, ok? D'accord. C'est parti. Alors voilà. Là, tu vois, typiquement dans une des caves de Barabar, on a donc cette planitude sur les murs. C'est vraiment une belle précision quand même, et en plus le polissage, comme tu peux le voir, enfin. C'est parfait. Hein. Comment on fait pour comment tu Mais là, il y a, je veux dire, ça serait maintenant. On prendrait des plaques de granit, on les pose sur un polissoir. Un polissoir, c'est une énorme machine avec des meules qui marche avec de l'eau et tout. Et ça polit, et donc on descend au fur et à mesure dans le grain de la meule pour arriver à avoir un poli parfait. Mais ces machines-là, elles sont posées sur des châssis qui sont super rigides, et donc on arrive à avoir des surfaces parfaites. Là, et on travaille à plat, d'accord? Là, le problème, c'est que les gars, ils sont rentrés dans la roche. Alors déjà, faire un trou, creuser une caverne, voilà, une caverne dans un bloc de granit, déjà c'est un travail de fou, rien que d'y penser, c'est un travail de malade. Mais après, pour arriver à avoir des angles aussi parfaits, je veux dire, c'est net, c'est un coup de laser, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Et ce brillant, parce que ça c'est un poli miroir, c'est-à-dire que quand on regarde, on se voit dedans. C'est pas juste poli pour que ça soit doux, c'est pas... Non, on se voit dedans. C'est-à-dire que pour obtenir ça, il faut chauffer la surface de la terre, de la pierre. Le granit, quand tu le polis, déjà, il faut utiliser des produits un petit peu acides. Corrosifs. Et il faut de la chaleur, et c'est ça qui va faire monter le brillant. Alors, sur la pierre dure, déjà, c'est dur. Sur le marbre, c'est compliqué. Mais là, je ne sais pas avec quoi ils ont fait ça, je ne peux pas te dire. Là, je sais pas, là, c'est tendinite assurée, quoi. Parce que là, le but, en fait, si on remet les choses dans le contexte, bon, on est il y a plus de 2000 ans en arrière. Je veux dire, avant de passer ce poli, est-ce qu'il faut que ta surface elle soit complètement plane? Est-ce qu'il faut qu'elle ait été poncée? Ou est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'enduit à mettre, quelque chose comme ça qui donne justement ce côté brillant dans la pierre? Non, le problème là, déjà, c'est ça le problème, c'est le temps. Si on avait mis de l'enduit ou un produit ou un truc qui fasse briller, en 2000 ans, il n'y a plus rien, c'est sûr. Parce qu'on est dans une caverne, il y a de l'humidité, bon, je veux dire, n'importe quel produit qu'on met là-dessus, même un vernis, à un moment donné, il va cloquer, quoi. Non, là c'est vraiment le granit qui a été vraiment poli, mais à la perfection. C'est quelque chose d'hallucinant. Et donc, sans outils, bon, ces hommes de l'époque n'avaient officiellement pas d'outils, on va dire comme nous on a aujourd'hui. Donc avec les outils qu'ils avaient, comment on peut arriver à ce tel poli justement? Est-ce que, moi j'y connais rien, mais est-ce qu'on n'a pas des sortes je sais pas, de tissu corrosif, je sais pas si ça existe, comment tu fais pour obtenir ce brillant? Le problème c'est la dureté. C'est la dureté, c'est le granit, c'est trop dur. C'est trop dur. Déjà, il faut arriver à le casser, creuser dedans. Déjà, rien que là, je sais pas comment ils ont fait. Une fois qu'on a creusé dedans, il faut arriver à faire des murs, des parois, d'une planimétrie, mais quelque chose de... voilà, qui ne bouge pas, quoi. Hyper régulier et partout. Après, on peut regarder toutes les vidéos. Chaque mur, il est parfait. Arriver dans les angles, comme ça, et arriver à avoir une arête, enfin, c'est un creux, un angle aussi parfait, il faut des outils. Et ces outils-là, d'après moi, à ce moment-là, ils ne les avaient pas. Parce que, voilà, c'est trop de perfection, en même temps, au même endroit, mais il y a trop de surface. Je veux dire, si un gars, à un moment donné, il veut faire une table, je sais pas, un hôtel, parce que ça va être un truc religieux, le gars, il va y passer toute sa vie, il va le poncer, le reponcer, jusqu'à temps que le truc il brille, ça va prendre un temps fou, mais bon, peut-être il va y arriver. Mais faire ça sur autant de surface, et que tout soit partout parfait de la même façon, je sais pas. Moi, je sais pas faire. Et eux, avec les moyens qu'ils avaient, alors déjà maintenant avec les moyens qu'on a, je ne sais pas comment on ferait, parce que pour arriver à polir à l'intérieur d'une
d'une caverne. Il faudrait fabriquer une machine exprès qu'on puisse polir verticalement et à l'intérieur. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des machines qui polissent verticalement dans le milieu de la Oui, il doit y avoir des polissoirs verticaux, ça doit pouvoir exister. Mais... Et les machines qui se vendent dans le commerce, que les particuliers peuvent avoir, c'est des sortes de trucs, des disqueuses, machin, qui polissent. Oui, mais tu ne peux pas obtenir une perfection avec ça. Avec ce genre je veux dire, à un moment donné, tu vas avoir des petits rebonds ou des petits creux. Tu travailles à la main, donc peut-être à un moment donné, tu vas être debout, tu vois. Ta machine, tu la tiens bien, donc là, ça va aller. Mais quand tu vas aller dans un coin, que tu vas être comme ça avec ta machine, tu n'as plus la force. Donc forcément, il y a quelque chose qui ne va pas aller, quoi. C'est sûr. Mais là, il y a zéro défaut. C'est ça. Voilà. Et là, moi, je dis, je sais pas faire. Tu comprends? Et ça correspond à rien de ce qui existe maintenant. Et je vois pas comment. C'est-à-dire que si je devais le faire aujourd'hui, je dirais, je sais pas le faire. D'accord. Voilà. Alors André, tu as eu une remarque super pertinente sur l'ensemble de ces vidéos. C'est qu'à chaque fois, moi, quand j'ai été confronté à ces caves, il y avait toujours cette ligne en fait, ce joint. Et d'ailleurs, à un moment dans la vidéo, comme tu as pu le voir, j'explique au guide, mais qu'est-ce que c'est que cette ligne, qu'est-ce que c'est que cette bordure, à quoi ça sert, etc. Et le mec m'a dit, bah c'est juste pour le design, machin et tout comme ça. En gros, bon, c'est là pour faire beau. Toi, ton œil, ton degré de lecture sur ça est différent. Est-ce que tu peux me le dire? Ben, c'est un trait de niveau. Un trait de niveau. C'est un trait de niveau. C'est-à-dire que les gars, ils commencent par faire une petite rigole tout autour de la cave. Qu'on a vu d'ailleurs, qu'on voit dans les vidéos, ouais. Et qui remplit d'eau. Donc l'eau, ça va te donner le niveau. Donc en fait, cette petite gouttière qu'ils ont creusée, ils mettent de l'eau à l'intérieur, Ils mettent de l'eau dedans, et donc l'eau, elle est de niveau naturellement. Ça vaut tous les lasers du monde. Ça, tu prends une flaque d'eau, elle est de niveau. Voilà, on ne peut pas faire pencher de l'eau, c'est pas possible. Donc en fait, ils vont, comment ça se passe? Donc ils creusent, remplis d'eau. Après, ils prennent une pige, c'est-à-dire un bout de bois, un truc qui a une certaine hauteur. Et de là, il prend la hauteur du dessus de l'eau jusqu'au bout de son bout de bois. Et de là, ben, il va pouvoir se tirer un trait de niveau qui va lui donner toute la hauteur de tout ce qu'il veut faire. Autant les hauteurs que les profondeurs. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va pouvoir définir la hauteur de son plafond et la hauteur de son plancher, puisque une fois qu'il a fini de creuser en haut, eh ben, il redescend plus bas à ce moment-là que la rigole, qui va disparaître, elle n'y est plus, puisque le plancher il est descendu, le niveau du plancher est descendu plus bas, et donc il suffit de prendre une pige qui va faire, je sais pas moi, 10 cm plus longue, et à ce moment-là, tant qu'il n'est pas arrivé en bas à 10 cm plus bas, eh ben, il continue à creuser, il creuse, et donc ça va te donner la planimétrie, le trait de niveau, c'est-à-dire la hauteur de tout ce qui va se trouver à l'intérieur de la pièce. Et justement, là on voit que cette bordure, en fait, c'est la délimitation, si je puis dire, de la voûte supérieure de ces caves. C'est la naissance de la voûte, c'est ça. La naissance de la voûte. Donc on est vraiment entre le mur vertical, la paroi, et le début de la voûte. Ouais. D'accord, ok. Donc on comprend mieux justement. Voilà, parce que la hauteur de l'eau va te donner la naissance de la voûte. Et une fois que tu as eu la hauteur de ta voûte, à ce moment-là, tu redescends le sol. Et ta rigole, elle disparaît. Et donc là, tu peux. Après, il faut finir. Je veux dire, après, dans la technique de la construction, c'est pas très compliqué. C'est dans la finition que ça devient quelque chose d'hallucinant. Parce qu'il faut creuser. Donc, il doit y avoir des espèces de pioches. Mais je vois pas comment on peut creuser dans le granit à la pioche. Déjà, là, pour moi, je sais pas. Ou alors, en fait, quand on voit le degré de précision par endroit, on a presque l'impression que les mecs, ils avaient un truc comme ça et qu'ils étaient vraiment dans le détail, même pour la bordure. Parce que quand tu vois la bordure, il y a une sorte de régularité dans l'épaisseur qui flanche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on est plus large, plus haut, plus fin. Non, c'est vraiment une régularité, on va dire, parfaite, homogène, et qui fait tout le tour donc, de cette cave. Et moi, c'est ça qui m'étonne, parce que comment tu peux arriver à ce tel détail à la main? Ben, c'est ce que je dis, justement, tu n'y arrives pas. C'est ça le problème, tu peux pas. Imagine que le gars, il a fini, il a fait ses 4 murs, il lui reste juste plus que le dernier mur, là, comme ça. Imagine que là, il fait une couille. C'est-à-dire, poum, il fait un trou, il creuse un peu trop. Il est obligé de tout refaire. Tout. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas du tout un moment d'accident. C'est ça. Il y a zéro défaut. Donc,
tu peux pas faire zéro erreur dans n'importe quoi qu'on fasse. Ouais. N'importe qui va faire n'importe quoi, à moins d'avoir des bras comme des machines, je sais pas, j'arrive pas. Et c'est ça la différence qui se fait entre la machine et l'humain. C'est que la machine, elle ne sait pas se tromper. Une machine, elle sait pas. Tu la programmes et et voilà. C'est la sensation qu'on a là. Et là, c'est carrément, c'est carrément. Donc tu es en train de me dire que il y a plus de 2000 ans, ceux qui sont à l'origine des bâtisseurs de ces caves, soit ils avaient des machines, oui. soit, ce qui est peu probable, bizarre, soit ces bâtisseurs, ils étaient parfaits quoi. Enfin, je veux dire, ils connaissaient vraiment leur boulot à fond parce que, encore une fois de plus, comme je l'évoque dans certaines vidéos, on se demande bien, ce qu'on a là, c'est une démonstration, une mise en pratique d'un savoir-faire. Ouais. Et encore une fois de plus, on aimerait savoir où est l'origine de ce savoir-faire. C'est-à-dire comment on peut arriver, parce que ces caves de Barabar sont, je le précise encore une fois de plus, les plus vieilles caves d'Inde. C'est-à-dire que c'est les caves bouddhistes et ce sont les plus vieilles. Donc en étant les plus vieilles, encore une fois de plus, ça ne devrait pas être parfait. Voilà. Évidemment. Et parce que plus on avance dans le temps, plus on revient dans notre direction, dans notre échelle de temps, et plus finalement il y a une sorte de dégénérescence de connaissances finalement, même dans la pratique de la construction, tu vois. Donc voilà, c'est ça que je comprends pas. Ouais. Là sur cette vidéo, André, on voit que le poli il a été cassé. Donc d'après mon guide, ce serait les locaux qui auraient fait ça, ou d'autres personnes après qui seraient venues donc détruire le poli. Alors on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu avais une suggestion, enfin une remarque plutôt, une observation assez intéressante aussi sur le fait que le poli soit cassé de la sorte. Comment on peut arriver à casser le poli de cette façon justement? Moi quand je vois l'image comme ça là, je regarde, je dis il y a eu un incendie, il y a eu le feu, et donc en fait le feu ça fait claquer la première peau du granit et ça fait ça. En fait si maintenant tu vas chez un marbrier, que tu demandes un granit flammé, alors, ce qu'il y a de bien avec le granit flammé, c'est que ça ne glisse pas, c'est antidérapant. Donc on l'utilise beaucoup pour faire du carrelage au bord des piscines ou des trucs comme ça où il ne faut pas que ça glisse. Et ben le gars, il va prendre un chalumeau, il va prendre sa plaque de granit brut, c'est-à-dire brut de sciage, quoi. Il va passer ça au chalumeau et ça va donner ça. D'accord. Donc tu as la première peau qui pète, et dessous, tu as la pierre brute, quoi. Ouais. Voilà. Mais là, pour moi, c'est pas cassé avec un outil. Ouais, on voit pas de coup vraiment, on voit vraiment que ça a cloqué, quoi. Voilà. D'après moi, il y a des sortes de petits cercles en fait. Hein. On voit que c'est un peu des arrondis. Ça pourrait être justement des cloques, ça justement. Mais du coup, il n'est pas improbable que des locaux se soient abrités dans ces caves et aient fait un feu justement pour se réchauffer. Et c'est ce qui aurait pu provoquer le. Parce que finalement, pour arriver à faire claquer le poli de cette façon, on a besoin d'une température spéciale ou un feu, je dirais naturel, peut permettre d'obtenir ce résultat. Il faut un peu de chaleur quand même. Hein. Tu veux dire qu'un feu normal ne peut pas faire éclater le poli comme ça? D'après moi, il faut la chaleur, c'est pas juste un petit feu de camp, il faut vraiment. Ou alors il faut que le feu de camp il était là, dans cet endroit-là, pendant plusieurs heures, quoi. Si, on doit pouvoir, hein. Ça va pouvoir le faire. Hein. Ou alors il y a eu vraiment un gros incendie et qui a été peut-être localisé à un endroit. Ou plutôt des choses auraient brûlé à l'intérieur, quoi. Parce que là, on voit pas comment ça pourrait prendre feu, toute cette pierre. Ah non, la pierre, ça prend pas feu. On est d'accord. C'est possible. Ok. Là, ce que tu vois, André, ce sont des inscriptions qui ont été faites par le roi Asoka. Alors, pas lui-même, hein, ça a été fait à sa gloire. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces écritures, parce que en fait, ce qui était intéressant quand tu as vu ces vidéos, c'est que tu avais trouvé que c'était extrêmement mal fait. En fait. Non, mais quand ça contrastait vraiment. Voilà, quand tu vois la perfection avec laquelle les caves là, elles ont été creusées, la perfection de la finition, dans les angles, les arêtes, tout ce qui est, il n'y a aucun défaut. On peut mettre des règles, on peut mettre des équerres, on peut mettre tout ce qu'on veut. C'est tout parfait. Et là, on se retrouve avec les inscriptions faites. C'est même pas un ciseau là, c'est vraiment une aiguille, c'est vraiment aiguillé quoi.
enfin, je veux dire, c'est pas la peine d'être... il suffit de regarder pour voir que le gars qui a gravé ces signes dans cette pierre, c'est pas le gars qui a taillé la pierre. Parce que déjà, il n'avait pas les mêmes outils, et puis la finition, elle n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a autour. C'est un peu comme si Louis XIV, il avait pris le premier graveur venu à Paris, là-bas, pour le faire venir à Versailles, et graver son nom, comme ça, grosso modo, dans la galerie des glaces. Je veux dire, ça aurait le même impact. Le gars qui a fait faire, je ne parle même pas du gars qui a gravé, mais le gars qui a fait faire les gravures, il n'avait même pas la valeur. Il comprenait que ce qu'il avait sous les yeux, c'était vraiment parfait, mais il pouvait pas comprendre la minutie du travail, la précision du travail qui a été fait sur ces pierres-là, pour arriver derrière et dire à un graveur qui passe, je dis pas qu'il travaillait mal le gars, et je veux dire, après c'est joli ces écritures et tout, c'est beau, hein, c'est bien fait, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec le travail qui a été fait sur les murs. Parce que là, en fait, le truc c'est que si, mettons que ça n'a pas été fait à la même époque, il y a la cave d'une part et en second il y a ces écritures. Ouais. On voit bien en fait sur les bordures, sur les coins, que ça a été gravé dans le poli en fait. C'est ça. Si on est logique, est-ce qu'il serait pas mieux de d'abord tailler les écritures et ensuite de polir tout le mur. Ensuite de polir par-dessus. Ah bah tu auras forcément un aspect plus précis, ouais. Bah, oui, forcément. Ouais. Parce que là, toutes les arêtes, elles sont cassées. Ouais. C'est pas comme les hiéroglyphes en Égypte, par exemple, où on a vraiment un trait super fin, super régulier, presque une arête où on va se couper les doigts. Là, on voit bien que ça a été éclaté. Donc le gars, il a... Donc ça a été fait après, sur le poli. Ça a été fait sur le poli, ça c'est sûr. Par-dessus, ça Par-dessus. Ah ouais, ça a été fait après le poli. Le gars, il est venu, il a poli, et après, il y a un gars qui est arrivé et qui a gravé ses lettres. Voilà. Et d'après moi, déjà, c'est pas le même bonhomme, c'est pas les mêmes outils, et le gars qui a gravé ces lettres-là, il n'a pas compris le travail qu'il y avait avant lui. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça nous amène à penser encore une fois de plus, enfin, c'est qu'une théorie, hein, parce que de toute façon, ni toi ni moi étions là à l'époque pour voir comment ça a été fait. Non. Mais tout tend à nous laisser croire finalement que le roi Asoka, donc soi-disant responsable et auteur de la construction de ces caves, n'est fait que de la récupération finalement sur ce lieu. Bah, c'est-à-dire qu'il serait arrivé lui à son époque, aurait vu les caves et se serait dit tiens super, c'est des caves. Lui il était bouddhiste donc il en a fait des caves bouddhistes, il a gravé dessus les messages, donc les fameux messages dédiés à son fils. Et justement là où ça c'est logique, c'est que des caves bouddhistes, on en a dans le temple dans les galeries de Ellora, les Ellora Caves que tu as vu en vidéo. Ouais. Et on a justement des divinités bouddhistes, donc on a des bouddhas un peu partout. Donc on se rappelle qu'à l'époque il y avait cet excédent de foi et de dévotion, les mecs qui te sculptaient des statues partout, des bouddhas partout. Et là en fait c'est très étonnant parce que pour une cave bouddhiste on n'a aucun bouddha, rien. on n'a aucune représentation qui soit bouddhiste. Donc le fait que tu me dises, en plus que tu me confirmes à vue d'œil que les mecs qui ont gravé cette paroi de granit l'ont fait après le poli, ce qui n'a aucun sens, puisque si tu veux vraiment faire un travail propre et de finition et rester dans la logique de ce qu'on a vu, c'est ça. Il faudrait justement graver les écritures et polir le tout ensuite. Voilà. Là on voit que ça n'a pas été fait dans le même ordre. Non. Donc ça pourrait confirmer peut-être qu'on est face à de la récupération finalement de sites par une autre culture qui est arrivée peut-être après ou bien après. Si tu veux, par rapport... Elles sont très jolies ces écritures, mais par rapport au travail qu'il y a sur le mur, alors qu'il n'y a rien sur le mur, il n'y a pas de sculpture, tu l'as dit, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de truc, c'est plat, c'est ce qu'il y a de plus plat. Et bien par rapport à ce travail-là, ces inscriptions, c'est du travail de cochon. Oui, voilà. on voit en plus que là, on n'a pas cette précision qu'on a sur. Pourtant, je veux dire. À cette échelle-là, est-ce que ça ne mérite pas plus de précision justement? Est-ce que là on est dans un travail de finesse, un travail de finition, donc on devrait peut-être être... C'est là où justement ils auraient peut-être pris plus leur temps pour terminer ce travail. Là on voit que ça a complètement été cassé sur le côté, tu vois, on voit que c'est défoncé. C'est défoncé parce que le granit ça se coupe pas.
En fait, à part maintenant qu'on utilise des outils vraiment au diamant, des outils qui coupent, mais si tu travailles le granit avec une aiguille, le granit ça a tendance à s'écraser. Ouais. C'est pas quelque chose qui va claquer comme du verre ou qui va te donner des super arêtes. Il faut vraiment après l'user, le travailler, et là c'est pas le cas. Donc ça c'est vraiment un travail on va dire, qui est pas terrible quoi, par rapport à ce qu'on non, a vu enfin c'est pas terrible, c'est joli hein. Le granit, on peut le couper le granit aujourd'hui. Hein. Ah oui. Il faut quoi? Il faut de l'eau, non? Beaucoup d'eau, c'est ça? Il faut du diamant. Du diamant, déjà. Pas forcément de l'eau. En fait, l'eau, elle permet de refroidir les disques qui coupent le diamant, le granit. Mais bon, avec un bon disque diamant, ça se coupe très bien. Et par rapport à ces traces d'outils qu'on a vues précédemment dans les vidéos, tu sais, on voit cette voûte qui est attaquée à l'outil. Donc là, on a presque la preuve que finalement, ils avaient des outils manuels un peu, voilà. Ouais. Mais moi, quand je suis face à ces images, ce lieu dans lequel je suis allé, je me dis, putain, les mecs, ils ont commencé à creuser à l'intérieur, donc avec des outils qu'ils avaient probablement très solides, parce qu'on voit quand même les traces des outils dans le granit. Moi, ce que je me pose comme question, c'est comment ils comptaient à la fin polir le tout, parce qu'on parle quand même des voûtes. Quand tu vois les voûtes qui sont là, on se dit, mais comment tu peux arriver à polir une voûte par en dessous, en fait? Comment tu fais pour polir une voûte quand tu es en dessous? Déjà que tu m'as dit que c'est compliqué à la verticale, mais alors quand tu as un plafond à polir, tu fais comment? Alors déjà, pour les outils, s'ils avaient l'acier, on va dire qu'ils ont l'acier, parce que sinon je ne sais pas comment, j'ai pas d'autres explications. Peut-être du métal contre du granit, ça marche pas. Du bronze, c'est même pas la peine. Du fer. Alors, ce qu'il faut, c'est une armée de forgerons. Ouais. Une armée de gars qui sont là que pour forger. Et le tailleur de pierre, lui, il utilise des outils qui vont durer 10 minutes. Ouais. C'est-à-dire que son outil, il va taper 10 minutes, il le prend, il le jette. Il en prend un neuf. Et celui qui l'a jeté, il est récupéré par le forgeron qui va le reforger et qui va lui ramener. Voilà. Parce qu'en fait, sur du granit, tu veux dire le métal, le fer suce relativement vite. Ah oui, c'est immédiat. Combien de coups à peu près, je sais pas. Je sais rien, mais il faut 10 minutes. Ouais, 10 minutes quoi. 10 minutes. En 10 minutes, ton ciseau, il est mort, il est mort. Surtout si c'est pas de l'acier trempé quoi. Ouais. Alors, l'acier trempé. Même l'acier trempé, ça se. Même l'acier trempé, ça s'use vitesse grand V. Ça, c'est sûr. Alors si tu utilises du fer, l'acier doux, ce qu'on appelle, c'est du fer mou quoi. Tu as mis 2 coups, ça y est, c'est fini, il reste rien. Ton truc, il va autant plus vite s'émousser à la pointe que ce qui va s'émousser au choc de l'outil, quoi. Là, le granit, c'est trop dur. Tant que personne n'a tapé sur un morceau de granit, il ne peut pas savoir comment c'est dur le granit. C'est dur, c'est abrasif. Moi, j'ai envie que tu me montres comment on fait justement. Eh bien, on va aller voir. Hein. On y va? Allez, feu. On va aller faire une démonstration. Allez.
peux nous montrer la pointe là? Donc là tu l'as aiguisé juste avant, c'est ça? Juste avant, je l'ai affûté, voilà, c'est rien la pointe. Ça y est, elle est morte la pointe là. La pointe est morte. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc là, il faut le raffûter ça. Voilà, là il faudrait le raffûter, mais... Et ça, c'est de l'acier trempé. Ça c'est de l'acier. Ça c'est de l'acier dur. L'acier dur. Ça c'est du costaud. Ouais. Ah ouais. Ça c'est vraiment du balèze. Et donc du fer simple, comme étaient censés avoir ces bâtisseurs. Non, ça marche pas. Ça coupe pas, ça marche pas. C'est pas que ça va s'user plus vite, moins vite, c'est que là c'est quasi impossible quoi. Voilà, maintenant pour travailler ce genre de pierre, on utilise ce style de ciseau. Voilà, avec du carbure de tungstène. On inclut à l'intérieur du ciseau des pastilles de carbure de tungstène. Ça résiste. Voilà, les petites pointes, elles sont là. Elles sont affûtées avec des meules au diamant, des meules diamantées pour arriver à affûter des outils avec des carbures de tungstène pour taper sur du granit. Et ça, par contre, ça s'use aussi comme l'acier qu'on a vu juste avant. Non, ça c'est plus dur, c'est vachement plus costaud ça. Avec ça tu peux travailler... On peut commencer à travailler, voilà, sans être obligé d'affûter toutes les 2 minutes, quoi. Voilà, ça c'est des outils... Mais il faut du diamant, quoi. Ah, faut du diamant. Déjà, rien que pour affûter ça, il faut du diamant. Ouais. Donc du diamant pour affûter du diamant. Pour affûter du carbure de tungstène. Du carbure de tungstène. Ouais. Sinon, ça fonctionne pas. On peut pas affûter ça avec une pierre. Voilà. Voilà, la pointe, ça y est, il faudrait... pour avoir... Si on veut faire du travail de finition, si on veut faire un travail de finition, là, la pointe, elle est morte. On peut pas... ça coupe plus. Ça casse la pierre, mais ça coupe pas la pierre. Voilà. C'est ça le problème. Ce qu'il faut, c'est ça. Avec ça, pas de problème. Là-dedans, il y a du diamant. C'est du diamant synthétique. Avec ça, là, ça coupe. Ça coupe. Ça fait de la finition. Et ça, non, pas vrai. Néanmoins, la seule réflexion qui s'impose vraie à notre esprit est incontestablement la particularité acoustique des caves de Barabar et de Nagarjuni. Ces 7 caves ont tout un point commun, le son. Nous avons vu que les dimensions des chambres et la technique de polissage étaient pris en compte dans le résultat final dont l'issue ne pouvait être qu'acoustique, le son. Voilà bien, pour ne citer qu'en 3 lettres, cet élément indissociable d'un grand nombre de cultures du passé. Peu importe d'où elles étaient originaires, mes recherches personnelles m'amènent à penser que ces anciennes civilisations cultivaient tout l'art du son et que ce dernier aurait pu jouer très probablement un rôle important dans l'édification et la construction. Mais il n'y a pas que les Barabar Caves qui tiennent compte de ces propriétés acoustiques. Dans le district de Aurangabad, là où nous avons découvert les grottes de Ellora, figurent d'autres grottes, celles de Ajanta. Ici aussi, la démesure de leur construction force le respect et l'admiration. Tout comme pour les grottes de Ellora, celles de Ajanta ont elles aussi été creusées dans une montagne de basalte qui, rappelons-le, s'avère tout autant difficile à tailler que le granit. Les grottes bouddhistes de Ajanta sont constituées de 29 caves et auraient été creusées entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. La majorité des peintures que l'on y trouve, et malheureusement détériorées, évoquent la vie de Bouddha. Certaines caves, comme la numéro 19, sont orientées sur les 4 points cardinaux. Cette dernière abrite un stupa, une sorte de monument en forme de dôme contenant une représentation de Siddhartha Gautama. Cette grotte est orientée de telle sorte qu'au premier jour du solstice d'hiver, le soleil pénètre l'ouverture de la coupole verticale et illumine le stupa. Imaginez l'intelligence et la connaissance de ces bâtisseurs qui ont dû tailler cette grotte de l'intérieur pour s'aligner sur les solstices. Comment ont-ils fait pour tomber aussi juste dans leur construction et savoir où tailler le stupa afin que les rayons du soleil frappent au bon endroit? Quel lien voyait-il là pour harmoniser à ce point le son et la lumière? Tout semble nous indiquer encore une fois que les mantras des bouddhistes d'Ajanta jouaient probablement un rôle très important. Mais dans quel but? Rappelons que le son est une onde. Aujourd'hui, il est aussi utilisé comme arme. Il permet également de contourner certaines lois de la physique et agir sur le champ gravitationnel. Il agit sur la matière et il chauffe. Tout laisse penser que le son ne serait ni plus ni moins qu'une forme d'énergie oubliée depuis bien longtemps et que l'on redécouvre aujourd'hui. Personne ne peut prétendre détenir la vérité sur les techniques de coupe et d'édification des anciens bâtisseurs tant
que nous ne serons pas parvenus à reproduire certaines constructions du passé avec les outils que l'histoire veut bien mettre à notre disposition. Je ne détiens aucune réponse, les friends. Je ne suis qu'un observateur, un simple témoin comme vous. Je ne peux que vous montrer certaines évidences et vous donner les outils. Il appartient à chacun de vous de chercher, d'échanger et partager vos réflexions afin d'émettre vos propres théories. Mais une chose est sûre, il est maintenant grand temps de réveiller les consciences dormantes et d'ouvrir encore plus le champ des possibles. Car il y a longtemps, très longtemps en Inde, vécurent des bâtisseurs qui possédaient des outils et une technologie qui s'est définitivement perdue. Merci d'avoir suivi cette vidéo les friends. Et bien voilà, la petite série des mystères de l'Inde est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé voyager à mes côtés et que vous en aurez appris un petit peu plus sur tous ces lieux magnifiques et énigmatiques. N'oubliez pas de partager autant que possible toutes ces vidéos et de faire connaître mes démarches et mes recherches auprès de vos amis. De mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour des nouvelles vidéos et d'autres surprises. Il y aura bien entendu le film L'autre terre de Dieu qui est en cours de réalisation, mais aussi des petits reportages sur le Pérou. En attendant, n'hésitez pas à partager et portez-vous bien. Le temple de Keisala Temple, voilà, Keisala Temple, je l'ai dit 2 fois, et merde. Du temple en lui-même restant. On recommence. Lesquels on extrairait 400 000 tonnes de roches, enfin plutôt des verres. On va dire, oh putain, fais chier. Cet espace vide, c'est 400 000 tonnes de roches extraites. 400 000 tonnes de roches multipliées par 20 tonnes. Oh, putain. Cet endroit, c'est le Kailosa Temple. Chier. Hello les friends, et ben voilà, je vous retrouve, j'ai marché dans une merde. Le temple de Keisala Temple. Et je recommence. Simplement une connaissance qui était différente de celle que nous avons aujourd'hui. Il faut que je dise autre chose là. Ok. On reprend. Où est-ce que j'en suis ?